une émission couleur de Radio-Canada. Bienvenue à cette visite d'Expo 67, bienvenue à ce voyage dans le temps, à ce retour en arrière. Vous savez, à l'exposition universelle, le Canada célébrait par la même occasion son centenaire. Aujourd'hui, au cours de l'émission, nous allons découvrir le Katinavik, cette grande pyramide qui occupait toute la partie ouest de l'île Notre-Dame. Le pavillon du Canada a été le deuxième pavillon à attirer le plus grand nombre de visiteurs, 11 400 000. Après le Canada, nous ferons escale au Congo, en Belgique et au pavillon de l'Homme dans la Cité. Enfin, nous prendrons quelques moments de détente dans les manèges de la Ronde. Bonne visite! Tous les matins, à l'ouverture de l'exposition, de jeunes cadets des Forces armées canadiennes, recrutés dans chacune des provinces, procèdent à l'envoi des couleurs du Canada devant le pavillon de notre pays. Ces cadets représentent l'armée, la marine et l'aviation. Cet écran en acier concrétise l'image symbolique de notre relief géographique et nos frontières politiques. 12 panneaux reliés les uns aux autres dépeignent les 10 provinces du Canada, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Chaque panneau représente divers motifs formés de plaques d'acier, jointes par des tiges métalliques et suggérant différents aspects du relief canadien. Le soir, ces motifs sont éclairés par des projecteurs submergés dans une pièce d'eau où baigne la sculpture, vivant symbole des mers qui nous entourent. Des écussons d'acier portant les armoiries de diverses provinces sont fixées sur chacun des panneaux. Un peuple se mesure à la taille des obstacles qu'il surmonte. Le secteur de l'énergie et des ressources nous montre comment l'ingéniosité et la volonté de l'homme ont conquis le milieu naturel. Si les visiteurs décident de passer en revue tous les éléments d'exposition de ce secteur, ils commencent à tourner par la cour de l'énergie non renouvelable, où il peut flâner à ciel ouvert dans un enclos paisible entouré de conifères. Au centre de la cour, la fontaine du gaz naturel alimentée par des pipelines qui viennent des frontières du Manitoba. Abondance et utilisation des ressources énergétiques. Dans la cour de géologie, une immense carte du Canada. Cette véritable mosaïque de minéraux nous montre le pays dépouillé de son manteau de terre et forêt. Tous les minéraux qui la composent proviennent du lieu même qu'ils représentent sur la carte. L'exposition des mines montre comment on se sert d'énergie pour extraire et raffiner nos ressources minières. En plus de voir dans une galerie souterraine les méthodes employées dans les mines canadiennes, les visiteurs ont l'occasion d'examiner une quantité impressionnante de minerais de toutes sortes qui témoignent de la richesse du sous-sol des différentes provinces du Canada. Le Canada possède le tiers des réserves d'eau potable du monde. Notre pays, riche en lacs et en cours d'eau, possède à lui seul 54% des réserves d'eau douce du monde. Aussi, le secteur de ressources et énergie accorde-t-il une large place à cet élément.
L'industrie au Canada est en plein essor. Ici, des courbes indiquent l'évolution de l'industrie manufacturière en prenant la forme de cheminées d'usine. La fumée qui s'en échappe devient, par un jeu d'enfants, les ressorts qui symbolisent les appuis de l'économie canadienne. Et le visiteur passe dans la section de l'agriculture où sont disposés plusieurs groupes de blocs rectangulaires. Ces blocs sont peints de diverses teintes de vert et portent des photos sur l'agriculture, des dessins et des textes. Cet ensemble de verdure évoque de façon étonnante les plaines ondulantes et le damier coloré des champs cultivés. Le tiers de notre pays est boisé. Dans la cour de la forêt, une centaine d'arbres d'essences différentes donnent un bon aperçu de la variété des réserves forestières du Canada. Notre pays se classe au premier rang de producteurs de bois de pulpe au monde. C'est de plus le plus grand producteur de bois d'œuvre et son pin de Colombie est recherché. Ce n'est pas sans raison que les architectes ont choisi le bois contreplaqué pour construire le pavillon. Nos nourritures terrestres ne nous viennent pas que de la terre. Ici, le texte d'introduction nous montre que le Canada est un pays de pêcherie. Sur 700 espèces de poissons connues, le Canada en exploite pas moins de 140. Le saumon de l'Atlantique rivalise avec celui du Pacifique. Les pêcheries du Grand Nord sont de mieux en mieux exploitées. Toutes ces richesses doivent être utilisées au maximum, mais pour cela, il faut les protéger et voir à ce qu'elles se renouvellent sans cesse. Uki est l'une des attractions les plus divertissantes et les plus spectaculaires que présente le pavillon du Canada. Œuvre de l'artiste torontois Gerald Gladstone, ce monstre marin à 2 têtes est une sculpture de plaques d'acier soudées. Il pèse 2000 livres et sa longueur totale est de 38 pieds. Immergé dans une lagune bordant le pavillon, Uki apparaît à la foule à la demie de chaque heure et tout ruisselant d'eau, il crache des jets de flammes et de fumée de ses 2 gueules béantes. Ce spectacle insolite réjouit les jeunes et aussi les moins jeunes qui visitent le pavillon du Canada à l'Expo 67. Le mardi 1er août, la Suisse célébrait sa journée nationale à l'Exposition universelle de Montréal. C'est l'anniversaire du pacte de 1291 que célèbre la fête nationale du pays le 1er août. À chaque année, le peuple suisse rend hommage à cette occasion au fondateur de la première alliance et il renouvelle en même temps sa volonté d'indépendance et de justice, comme sa volonté de vivre en paix avec tous les peuples de la Terre. L'Expo 67 partage avec la Suisse ce désir de paix et elle est heureuse de souligner sa fête nationale en lui consacrant la journée du 1er août. Accompagné de l'ambassadeur et commissaire général de l'exposition, M. Pierre Dupuis, Son Excellence, le vice-président du Conseil fédéral de Suisse et Mme Spuller arrivent à la tribune d'honneur. À l'invitation du commandant de la garde d'honneur, formé par le 3e bataillon du Royal 22e Régiment, le vice-président de la République helvétique vient passer en revue les soldats canadiens qui ont revêtu à cette occasion le nouvel uniforme des forces armées.
Après avoir salué et remercié le chef de la musique, le vice-président de la Suisse retourne à la tribune d'honneur pour entendre l'allocution de bienvenue du commissaire général. S'adressant aux distingués visiteurs, M. Dupuis déclara notamment « Centre de paix individuel, la Suisse est aussi centre de paix mondiale. C'est dans son équilibre que les nations cherchent à retrouver le leur. Genève, capitale de la paix, parfois perdue, toujours retrouvée. Genève, esprit de paix qui inspire les hommes à la recherche du bonheur. La Suisse est au cœur de la terre des hommes parce qu'ils ont de meilleurs. » Cette groupe folklorique représentant la culture et les traditions des 4 régions linguistiques de la Suisse assistait aux cérémonies qui ont marqué l'inauguration de leur journée nationale. Comme le pavillon de la Suisse est situé à proximité de la place des Nations, tous les participants ont formé un cortège pour se rendre au pavillon sur le bord du lac des Cygnes. Les visiteurs de l'Expo 67 n'ont pas ménagé leurs applaudissements aux fifres et tambours de Bâle et du Valais, au chœur des Armalies de la Gruyère, au groupe Le Feuillu de Genève, au trio des corps des Alpes, à la clique carnavalesque Olympia, au claqueur de fouet de Schwytz, au groupe folklorique de Blox et aux lanceurs de drapeaux. De l'extérieur, ce bâtiment à 2 étages se présente comme une composition d'éléments cubiques organisés selon un rythme libre. En ce jour de fête, les lanceurs de drapeaux constituent une vivante illustration du climat de gaieté qui régnait à l'occasion de cette mémorable journée. Plutôt tous ces participants précédaient messieurs Spuller et Dupuis et les membres de la délégation officielle de la Suisse. Son Excellence M. Victor Neff accueillit les dignitaires. À 15h, à la place des Nations, la Suisse présentait un grand gala folklorique qui a permis aux visiteurs de constater à quel point le folklore helvétique est vivant, coloré et diversifié. Après la pause, je vous convie au Mexique des Aztèques et des Incas. Aussi au programme, la ronde. Une seconde visite au pavillon du Mexique dont le thème illustre l'aspect humain du passé mexicain, les conquêtes du siècle, les aspirations futures. À l'entrée, une fresque du peintre Rufino Tamayo intitulée « Le Mexicain et son monde ». L'artiste représente l'homme mexicain se libérant du monde magique, des mythes et du nationalisme étroit. Les figures qui entourent l'homme mexicain représentent d'un côté les symboles du bien. Quetzalcoatl, le serpent emplumé, ancien dieu du savoir, créateur de la conscience humaine, et la croix chrétienne. De l'autre, les figures symbolisent le mal. Tezcatlipoca, le jaguar qui symbolise la force brutale, la guerre, l'instabilité et le démon. Une réplique de la pyramide surnommée le calendrier des niches, qui appartenait à la civilisation du Taïn. Ce monument de la province de Veracruz fut érigé entre le 9e et le 12e siècle après Jésus-Christ, et il doit son nom au fait qu'il compte 365 niches, une pour chaque jour de l'année. Toujours dans le même secteur, qui met en relief l'histoire du Mexique, des croix atriales, répliques de celles qui furent trouvées dans les anciens couvents bâtis au XVIe et au XVIIIe siècle. Dans le secteur des ressources, des photographies qui illustrent les richesses naturelles du Mexique avec ses mines d'argent, ses plantations de coton, de café, de cacao, de blé et d'ananas, et sans oublier les nombreux produits de la mer. Nous quitterons le pavillon du Mexique en passant par le bar Acapulco et le restaurant Fonda Santa Anita,
décoré par une riche collection d'art populaire. C'est là qu'en dégustant des boissons et des spécialités mexicaines, nous vous invitons à prendre le temps d'écouter, dans une atmosphère de chaleur et de gaieté, la musique populaire des mariachis. Cet orchestre célèbre qui provient de l'État de Jalisco, dans le centre occidental du pays. Cette année, c'est le Canada qui accueille tous les peuples de la Terre sur la Terre des Hommes. L'an prochain, le Mexique accueillera le monde entier à l'occasion des Jeux olympiques qui seront disputés à Mexico. Une tournée dans les manèges du parc d'attractions de la Ronde, rien de mieux pour commencer une visite à l'expo. Le parc d'attractions de la Ronde est de conception moderne et dynamique. Et pourtant, un des manèges les plus populaires auprès des jeunes, c'est le fameux carrousel qui évoque la Belgique joyeuse. Ce carrousel a plus de 100 ans et de nombreux visiteurs canadiens et américains ont eu l'occasion de le voir à la foire de New York. Installé pour la durée de l'expo près du pub anglais et du Jardin des Étoiles, le carrousel belge évoque les fastes d'une époque révolue, pleine d'un charme ancien. Pendant que le manège tourne et tourne, regardons ces personnages, ces chevaux de bois et ces jolis dessins qui font la joie des petits. Dans le parc d'attractions de la Ronde, secteur des restaurants, une maison de style Tudor, la taverne britannique The Bulldog, où règne une ambiance typiquement anglaise. 3 aubergistes et leur épouse, venus spécialement de Grande-Bretagne, assurent l'exploitation de cette authentique taverne britannique. Ils font connaître aux visiteurs les produits des brasseries anglaises dégustés dans un cadre plein de charme, évocateur du bon vieux temps. En plus de pouvoir commander un half and half, mélange de bière et de porter, les visiteurs peuvent choisir parmi 21 sortes de whisky de marque, dont le single malt qui gagne sans cesse en popularité. Il ne faut pas oublier non plus les barmaids britanniques, ces serveuses qui ont été recrutées dans 8 localités de Grande-Bretagne. Elles ont été choisies pour leur capacité d'offrir le même accueil gracieux et de procurer la même qualité de service qui font depuis longtemps la renommée des tavernes britanniques. Avec son bar de 50 pieds de longueur, le Bulldog peut accueillir de nombreux visiteurs. Le drapeau du Québec, celui du Canada et l'étendard qui symbolise le bassin industriel du Saint-Laurent marquent l'entrée du pavillon des industries du Québec, près du labyrinthe dans la cité du Havre.
Vous trouverez également sur place un accueillant café-terrasse où les hôtesses vous distribueront des billets d'entrée pour les visites françaises ou anglaises de groupes de 30 à 40 personnes. Il faut compter 1 heure pour effectuer cette visite dans une vingtaine de secteurs qui illustrent quelques-unes des principales industries du Québec. Est-ce pour séduire les visiteurs qu'on les invite d'abord à circuler dans le secteur de la distillerie? Ne vous méprenez pas sur ce charmant bruit de source. Ce n'est pas celui d'une fontaine de whisky, mais celui d'une eau claire et pure. Beaucoup de visiteurs étrangers découvrent dans ce secteur que l'autoneige est une invention québécoise. Grands fournisseurs de poissons et de fruits de mer, les gens du Québec ne consomment toutefois que 30% de la production globale de cette denrée qu'ils exportent en abondance en Europe. Question de mettre les visiteurs en appétit, un bassin où nagent quelques homards de belle taille. Cette horloge sonne les heures de travail, de repos et de loisirs qu'accompagne partout dans le bassin du Saint-Laurent la dégustation d'un Coca-Cola. C'est une entreprise qui a de multiples succursales au Québec et qui contribue largement à l'expansion de notre économie par l'emploi d'une main-d'œuvre toujours grandissante. Mon père a fait bâtir maison. Le Québec est aussi la terre de l'imprimerie et rend ici hommage à Gutenberg. Cet intéressant secteur nous fait découvrir les divers procédés d'impression en couleurs à partir des couleurs primaires comme le jaune, le rouge, le bleu et le noir. L'industrie du textile démontre ses procédés de fabrication dans 3 secteurs communicants où, à partir de bobines de fil jusqu'à une exposition de tissus aux chatoyants de couleurs, on apprend que le Québec devance largement les autres provinces canadiennes dans ce domaine. Plus de 15 compagnies contribuent à cette exposition qui met en valeur l'apport des tisserands industriels du Québec au Canada et dans le monde entier. À vrai dire, toutes ces expositions ont été réalisées dans le but d'étendre nos marchés domestiques et étrangers et de favoriser l'implantation de nouvelles industries au Québec. Le point culminant de cette visite nous donne l'occasion d'assister à un spectacle unique au monde. Un spectacle qu'applaudissent tous les visiteurs du pavillon des industries du Québec. Grâce au plus long réseau de télévision en couleur au monde, nous pouvons voir la construction du fameux barrage de Manic 5. Au rendez-vous auquel Montréal a convié le monde entier à l'occasion de l'Expo 67, le Québec se devait de présenter l'image la plus fidèle et la plus complète de ses ressources, de ses industries et de ses réalisations. Et c'est à juste titre que l'Hydro-Québec, société d'État qui produit et distribue l'électricité dans la province, occupe une place importante sur la Terre des Hommes. Manic 5 sera le plus grand barrage à voûte en béton et à contrefort au monde. Mettant en profit son propre réseau de communication par ondes hertziennes, l'Hydro-Québec offre aux visiteurs la possibilité d'assister à la phase d'achèvement de cet ouvrage auquel concourent journellement, depuis 1960, des milliers de travailleurs de quelques 400 métiers différents. L'aménagement des cours d'eau, des rivières Manicouagan et Outarde constitue le plus grand effort de construction jamais déployé au Québec. Et c'est aussi l'un des plus grands projets hydroélectriques au monde. Une sculpture de lumière réalisée par une société qui fabrique au Québec des ampoules et des appareils d'éclairage. Dans le secteur de l'industrie électronique, 6 sociétés ont réussi quelques-uns des plus intéressants éléments d'exposition de ce pavillon et nous donne l'occasion de nous rendre compte à quel point les communications par satellite, par radio et par télévision ont une importance considérable sur un territoire aussi vaste que celui du bassin industriel du Saint-Laurent. La société Unigrave présente en primeur mondiale au pavillon des industries du Québec
le fameux bloc de plastique universel, un matériau de construction qui révolutionnera la construction des maisons de demain. Ces blocs isolés de mousse d'urtane aux couleurs différentes peuvent être utilisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des maisons. Notons que la plupart des secteurs industriels de transformation participent au pavillon. Ces secteurs sont représentés d'une façon animée et spectaculaire et donnent au monde une image vivante du dynamisme du Québec. Nous terminerons cette visite en regardant l'exposition des produits d'amiante, commanditée par la plus importante compagnie de produits d'amiante au monde. Le Québec est le premier producteur d'amiante et la transformation de ce minerai du bassin du Saint-Laurent contribue dans une large mesure à notre économie. Les fibres d'amiante sont de plus en plus utilisées dans la fabrication de produits aussi divers que les tuyaux d'aqueduc, les tuiles de recouvrement de maisons et certains vêtements de protection contre la chaleur. Après la pause, une visite au pavillon du pays de Jacques Brel et une autre à la République démocratique du Congo. Les Canadiens ont encore une autre raison d'aimer la Jamaïque. Elle est un refuge contre les rigueurs de l'hiver. C'est pourquoi ils y viennent en grand nombre. C'est pourquoi ils pourront venir davantage grâce à la rapidité des communications aériennes. Nous devenons en quelque sorte des oiseaux migrateurs suivant le rythme des saisons. Nous ne pourrons donc que nous réjouir de voir les relations entre nos pays se développer et prospérer de plus en plus chaque jour. Gentlemen and ladies, we welcome you with an open heart on the Terre des Hommes. Dans son allocution, le Premier ministre de la Jamaïque a remercié le commissaire général pour son chaleureux accueil et lui a dit combien il était fier de la participation de son pays à cette manifestation à l'occasion du centenaire de la Confédération. M. Scherer a remercié les autorités de l'exposition pour leur étroite collaboration avec les responsables du pavillon de la Jamaïque, coopération qu'il a comparée à celle du gouvernement du Canada dans ses relations avec son pays. Le Premier ministre a précisé que la participation de son pays avait d'abord pour but de marquer les liens d'amitié qui unissent la Jamaïque au Canada et de rendre hommage aux Canadiens. Au cours de l'après-midi, le National Dance Theatre Company, l'orchestre de Byron Lee et le Slats Quintet ont donné un spectacle à la Place des Nations, spectacle rehaussé par la présence de l'honorable Hugh Shearer, Premier ministre de la Jamaïque, et de son Excellence M. Pierre Dupuis. De la place d'Afrique, le plus grand pavillon des participations africaines, celui de la République démocratique du Congo, qui portait autrefois le nom de Congo-Léopoldville et que nous connaissons mieux aujourd'hui sous le nom de Congo-Kinshasa. À l'entrée du pavillon, une carte du pays où nous pouvons lire le texte suivant. Au cœur de l'Afrique, le Congo est aussi aux premières lignes du combat pour la libération totale du continent. Si nous voulons résumer cette participation et la définir avec justesse, nous devons dire que la République démocratique du Congo a choisi comme thème général le Congo, pays en pleine reconstruction. Au comptoir, d'aimables hôtesses qui accueillent les visiteurs et leur fournissent les renseignements demandés. Le Congo est un des pays les plus industrialisés et les plus riches d'Afrique.
C'est le premier producteur mondial de diamants industriels et de cobalt et le 5e producteur mondial de cuivre. Le Congo est également le second marché de consommation d'Afrique. Il faut dire également que par la diversité de ses sites, par la richesse et la variété de son folklore, de sa faune, le Congo est l'un des plus importants centres d'intérêt touristique de l'Afrique. Ces images nous révèlent quelques-unes des richesses du patrimoine qu'on connaît et elles reflètent fidèlement les aspirations de cette jeune république. En plus des œuvres du passé, les visiteurs peuvent également voir des artistes à l'œuvre, comme ce portraitiste qui fabrique ses tableaux avec des feuilles et des écorces de bananier. Cette hôtesse, qui joue d'un instrument inconnu en Amérique, nous rappelle que nous aurons l'occasion d'applaudir prochainement à l'Expo 3 groupes artistiques impatiemment attendus des visiteurs. Les petits chanteurs de Kingé, les danseurs et l'orchestre du Congo-Kinshasa. La participation du Congo s'est assurée les services de jeunes artistes congolais chargés de la décoration du pavillon. Admirons ici leur manière expressive, leur sens de la décoration murale et leur extrême ingéniosité poussée jusqu'à la virtuosité. Leurs panneaux aux couleurs chatoyantes et vives forment des tableaux admirables de la vie congolaise. C'est tantôt un paysage de la forêt tropicale, tantôt des scènes de guerriers, tantôt un paysage du fleuve Congo, ou celui d'un village, ou encore d'une femme congolaise. Autant de scènes attachantes qui rehaussent, à n'en point douter, l'éclat de ce grand pays tropical. Comme 5e producteur mondial de cuivre, le Congo en produit plus de 300 000 tonnes par an. C'est la Société Générale Congolaise des Minerais qui en assure l'exploitation. Cette importante production minière est suivie par celle du cobalt, du zinc, du manganèse, de l'argent, du cadmium, du germanium, du diamant et de l'or. En plus de mettre l'accent sur son industrie minière, le Congo présente son industrie manufacturière qui fait une large place au textile, aux matières grasses et à la bière. Le président du Congo, le général Mobutu. Le monde se souvient de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. La Belgique, pays de la diversité et de l'audace, riche d'une longue histoire d'art avec ses sculptures, ses monuments, ses œuvres qui témoignent du génie de ses créateurs de la Renaissance flamande jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, dans cette boîte à bijoux qu'est le pavillon belge, nous nous arrêterons tout d'abord devant le comptoir du tailleur de diamants. Il est difficile de parler de ces diamants sans devenir lyrique ou songeur. Que l'on croit ou non en leur pouvoir bénéfique ou maléfique, nul ne reste indifférent à ce qu'il faut bien appeler leur mystère. Les diamants sont nés voici des millions d'années d'une gigantesque convulsion terrestre. Mais c'est le hasard seul qui, un beau jour, décide que pour telle ou telle pierre, le moment est venu d'entrer dans l'histoire. La ville belge d'Anvers demeure la capitale mondiale des diamants. Et cette industrie procure du travail à quelques 13 000 personnes. À vrai dire, le monde du diamant est un univers où même les chiffres font rêver.
Voici un exemple. En 1965, les importations en Belgique de diamants bruts ont atteint 5 420 139 carats, pour une valeur globale de 7 milliards de francs belges. Rendons maintenant visite à une dentelière belge. Cette artisane aux doigts de fée a hérité de toute l'habileté des dentelières renommées de Bruges. Le secteur artistique du pavillon de la Belgique présente également de très belles pièces de cristallerie du fameux Val Saint-Lambert. Ceux qui ont assisté aux cérémonies de la Journée nationale belge se rappelleront avec plaisir le costume du Gilles, le roi des rois, du carnaval belge. Après la pause, je vous invite à l'un des plus importants pavillons thématiques d'Expo 67, l'homme dans la cité. Les architectes Erickson et Massey de Vancouver ont donné au pavillon de l'homme dans la cité une élégance et une sérénité qui contrastent heureusement avec le béton d'Habitat 67, du Labyrinthe et des installations portuaires de Montréal. Aux portes de la cité, une illustration des fléaux qui nous rappelle que la technologie moderne, en réduisant les épidémies et en ramenant la mortalité infantile à sa plus petite expression, a contribué à l'essor des villes. Des sculptures du Torontois Ron Baird, disposées dans une enclave paysagée à l'entrée du pavillon, illustrent le thème de l'éclatement démographique. Fertilité, tel est le nom d'une statue anthropomorphique mais abstraite qui suggère une femme belle, étrange, dont les mains étendues semblent soutenir un nouveau-né. Le temps des naissances est illustré par une horloge dont la sonnerie est symbolique de l'accroissement continu des naissances. La surpopulation dans certains pays peut être facilement comprise en regardant ces visages humains entassés dans des boîtes de sardines. Un cheval mythique, gigantesque, monté par 3 hommes armés de javelots, symbolise les sociétés néolithiques, fécondes mais violentes, dans lesquelles la vie était bon marché. D'autres sculptures représentent l'ascension de l'homme qui, ancien primate de la jungle, se lance aujourd'hui vers les étoiles. Elles évoquent la limitation des naissances dans les sociétés industrielles et l'adaptation progressive à la vie urbaine.
Passé les portes de la cité, le premier spectacle offert est celui du Citérama. À l'intérieur du premier module, 2 tambours désynchronisés illustrent d'une façon baroque le rythme gogo de la vie actuelle. Au Citérama suit un scénario dont l'esprit aurait pu être formulé par un ordinateur, celui des hasards contrôlés. Vous êtes assis devant une table tournante d'où coule musique et son. À la hauteur de vos yeux, une série d'apparitions se croisent et se défont. L'impression d'ensemble est celle d'un monde dominé par la géométrie optique, où les moirés le cèdent au graphisme mondrianesque. C'est le monde des rues, des édifices, du béton, des ponts colorés, des angles droits, des taches de couleurs, des mouvements programmés, des organigrammes, de la publicité, de la ville termitière, de la ville de verre, de la cité en somme, où l'espace, le temps, le mouvement et la dynamique forment un paysage total. Malgré la transformation radicale du monde qui nous entoure, l'agressivité humaine a besoin, pour que nous vivions heureux, d'un équilibre, par définition instable. Dans la cité des solitudes, les ségrégations, les uniformes, les castes, les statuts sociaux sont autant de prisons et autant de tentatives d'assurer l'équilibre dans la cité. Mais celui d'hier ne peut satisfaire la justice d'aujourd'hui. L'équilibre entre l'ordre et le désordre ne se réussira que si on lui accorde tous nos soins. La salle est conçue comme une prison où dans des cellules sont cloisonnés le vieillard, l'homme d'affaires, l'aliéné, l'infirme, le militaire, la femme au foyer, le prêtre, la danseuse à gogo, des jeunes gens, l'ouvrier, des noirs et des blancs. Le visiteur à la fin ne sait plus très bien s'il est spectacle ou spectateur. Soudain, un faisceau stroboscopique crée une agitation fébrile, donne vie au personnage grandeur nature. Peu à peu, le calme se rétablit et surgit une lueur d'espoir, l'appel d'une fraternité. Au mur, un texte laconique de Jacques Godbout. L'arrêt de la Deuxième Guerre mondiale est la date dont on s'est servi pour marquer la rupture culturelle et le point tournant des relations internationales. À compter de 1945, chaque année a vu la fin de la domination étrangère en tel ou tel point du Proche-Orient, de l'Afrique ou de l'Asie. La grande majorité de l'humanité a maintenant accédé au stade de la conscience politique et croit qu'il est possible d'améliorer son sort au moyen d'une meilleure répartition des richesses. À cet égard, le continent le plus blessé et le plus agité est sûrement l'Afrique. C'est de ce continent que Papa Ibra Tal nous envoie des peintures symboliques qui disent l'évolution des nations nouvelles, de celles où l'accès à l'indépendance se fit par entente mutuelle, de celles où cette indépendance n'a été acquise qu'au prix de la violence et du meurtre. Ces fresques disent leurs difficultés, leur espoir de paix universelle dans un monde interdépendant. Dans le secteur de la cité enchantée, on illustre le phénomène de l'urbanisation en présentant un film de John Habley. C'est une histoire d'amour entre un paysan et une ville. C'est l'histoire de chacun d'entre nous qui apprenons à peine à vivre dans les villes, à en retirer tout le plaisir que l'on pourrait, mais surtout qui ne savons absolument pas ce que les villes de l'an 2000 nous réservent. La révolution technatomique vient tout juste de commencer et les science-fictions écrites à ce jour apparaissent de plus en plus comme des approximations ridicules et réactionnaires d'une réalité toujours plus riche qu'on le croyait. Dans le secteur des cités en marche,
le visiteur ne peut ignorer qu'il vit dans un monde où le capitalisme, le communisme ou le socialisme ne sont que des moyens de partager le pain qu'une technologie aujourd'hui universelle pourrait mettre enfin à la portée de tous les hommes. Au mur, 6 pays, autant de régimes politiques, et leurs paysages comme des cartes postales de la civilisation agricole d'autrefois. À leurs pieds, des hommes font la révolution industrielle sous l'œil des géants d'aujourd'hui. L'enseignant, l'ingénieur, le savant et le médecin. Sur le toit ouvert du pavillon, il y a un étang, un jardin, des oiseaux exotiques, des canards et des cartes du Japon. C'est le secteur de la découverte. Si Dieu a dit à l'homme en le chassant du paradis terrestre, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, l'homme n'a pas cessé pour autant depuis de chercher à s'éviter du travail. Dans le secteur de la cité quotidienne, les marionnettes automatisées de Yeri Trinka chantent un hymne à la paresse. L'invention de la fronde, par exemple, est une invention de paresseux. Tuer un animal à distance, c'est une façon de ne pas gagner sa vie à la sueur de son front. Il a fallu attendre jusqu'à la toute récente révolution technatomique pour réussir enfin les débuts d'une civilisation des loisirs. Dans cette salle, l'hypothèse du spectacle de marionnettes de Yeri Trinka, d'après un texte de l'américain David Peel, précise que l'homme est un animal indolent et que sans cette énorme qualité, il n'aurait jamais inventé la pelle mécanique, le téléphone et la bicyclette. Bien sûr, le pourcentage d'humains qui a atteint cette situation viable du travail agréable et du loisir à volonté est infime, à côté de celui qui aujourd'hui encore crève de faim parce qu'il n'a pas de travail justement, et que la sueur à son front est celle de l'angoisse. Cependant, et puisqu'il faut rêver pour ne pas se suicider, on peut imaginer que les progrès de la technologie sauront transformer à travers le monde le travail des hommes, satisfaisant ainsi cette merveilleuse paresse inventive, mais rétablissant surtout l'équilibre entre la production et la consommation. N'est-ce pas une façon subtile de nous rappeler que si l'homme est ingénieux, il n'a pourtant pas encore réussi à créer une justice dans la répartition du travail et de ses fruits. Pour compléter la salle, Trinka a préparé des dessins et collages sur panneaux triangulaires qui vont de l'optimisme au pessimisme, et dont le dernier représente l'homme écureuil pris dans le cercle vicieux du travail pour lui-même. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que ce voyage dans le temps avec votre humble hôtesse, ça vous a plu. Je vous laisse sur des images toutes différentes d'Expo 67, les images d'une exposition sous la pluie et le vent, les parapluies, les longues files d'attente avec les gens tout détrempés. À demain pour un autre voyage, cette fois dans la Chine nationaliste et en Australie. Et les plus âgés s'en souviennent, les joyeux troubadours en studio. C'était il y a 30 ans ça aussi, à la radio de Radio-Canada. À demain!
couleurs de Radio-Canada. Cette émission des visites à l'Expo 67. Pour faire plus vrai, vous remarquerez que je porte l'authentique costume des hôtesses d'Expo 67. C'est Michel Robichaud qui l'avait dessiné. Aujourd'hui, nous visitons un pavillon dont plusieurs se souviennent, le pavillon du téléphone. La majorité des visiteurs se rappellent ce film à 360 degrés où on dépeignait le Canada. Dire que dans ce pavillon, déjà, on annonçait la carte d'appel, l'appel en attente, la boîte vocale, toutes ces facilités technologiques qui font aujourd'hui partie de notre vie quotidienne. Bonne visite! Un des pavillons les plus populaires auprès des visiteurs de l'Expo 67 est celui de l'Association du téléphone du Canada qui groupe la participation de 8 compagnies différentes. Le plan du pavillon est simple. Au même niveau, un hall d'entrée, un théâtre et une salle d'exposition. Les responsables ont surtout cherché à rendre leur pavillon agréable, à lui donner un aspect de bon goût et de gaieté. C'est un pavillon qui a été conçu de façon à être utilisé de nouveau à peu de frais et qui met les visiteurs à l'aise tant par temps frais que par vagues de chaleur grâce à un système de climatisation spécialement étudié. Au moins 4 initiatives merveilleuses font mieux connaître ici les communications canadiennes. La forêt enchantée, le vidéophone, mesurez-vous à un ordinateur et l'avenir. Ici, au miroir vocal, on peut enregistrer sa voix et l'écouter tout de suite après. C'est un des kiosques les plus populaires au pavillon du téléphone. Ici, au miroir vocal, on peut enregistrer sa voix et l'écouter tout de suite après. C'est un des kiosques les plus populaires au pavillon du téléphone. Nous visiterons d'abord le secteur qui nous fera entrevoir le progrès des prochaines années. Il a fallu des millions d'heures de travail à des centaines de techniciens pour mettre au point la première centrale électronique, mais il ne faut que 7 minutes et demie aux visiteurs pour être parfaitement renseignés sur cette nouvelle invention. 7 minutes et demie, c'est la durée d'une petite pièce de théâtre qui est interprétée par 2 hôtesses du pavillon, plusieurs fois par heure pendant toute la durée de l'expo. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the Suite of Tomorrow. My name is Germaine. Et je suis Rachel. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos rues de l'avenir. Allow us to present the telephone of the future and the star of our show. Et voici notre vedette, le téléphone qui tient dans la paume de la main. You can make a call from the palm of your hand. C'est le téléphone à clavier, plus de cadran. You touch buttons instead of dialing, and it has an electronic tone instead of a bell. Vous entendez? C'est la nouvelle sonnerie. Plus de cloche. And one day, completely portable. Et avant longtemps, plus de fil. Our star. Notre vedette, the telephone. And there'll be other changes in telephoning. Behind the scenes, things you can't see, like the système électronique. Et dans les coulisses, il y a des innovations qu'on ne peut pas voir. Par exemple, le système électronique. D'abord, il y a la composition rapide avec 2 chiffres. There's abbreviated dialing using just 2 numbers. And today, what's one of the most annoying things that can happen when you make a call? The busy signal, right? And it's busy. C'est occupé. It's busy. C'est occupé. C'est bien agaçant. Mais le téléphone de l'avenir va atténuer cet inconvénient. In the future, we'll do something about it. If you're talking and someone is trying to call you, this is what you'll hear.
Vous entendez? Ce petit bruit prévient celui qui parle que quelqu'un d'autre l'appelle. Et puis, notre nouveau service au appel, suivent à la fête. When you go out, away from home, then all you have to do is telephone where you will be. Your phone will follow you. I'm calling Germaine. 252-6767. 6767, hello? Hello, Germaine? Oh, Rachel, I was just going out. Vous partez bien. Au revoir. Bye. Now, watch how I make my phone calls follow me wherever I go. Elle va charger le système électronique de transférer ses appels de chez elle au téléphone de sa voisine. Regardez l'indicatif de transfert. First, I touched on the transfer code. Then, the number of the telephone where I'm going. Enfin, le numéro de sa voisine. C'est fait. That's that. Encore une fois. 252-6767. She dialed me there, but it rings here. Hello, is that you, Rachel? C'est sûrement pas Brigitte Bardot. C'est magnifique, c'est formidable, c'est le téléphone de l'avenir. On peut se servir du téléphone. This is my kitchen, this is my picture phone, and this card called the number of the store. Voilà. I'll pay it right now. Pas de livret de chèque. No checkbook. Pas de plume. No pen. Pas d'enveloppe ou de timbre-poste. No envelopes or stamps to pay my bills. All I need is a telephone. Évidemment, le téléphone va se charger de tout. This is the way we'll pay our bills. This is the way we pay our bills. I call the bank's computer. Elle parle à l'ordinateur de la banque. I give it my account number. Elle donne son numéro de compte. Now the code for the store and the amount, $23.25. Le code du magasin et le montant de la facture, $23.25. Now the computer speaks to me. Debit $23.25, new balance $276.79. C'est l'ordinateur qui parle. Débité $23.25, le nouveau solde $276.01. Start your air conditioner by telephone. La climatisation par téléphone. On holiday on the boat that comes, what the prelude of this window. It hasn't rained, the lawn is dry, and the sprinkler ready to go. Mais non, le téléphone ne va vous amener. Here's another brand new ring. A telephone from far away. You make your sprinkler sprinkle. La hauteur arrose. This is the shape of the future. Our children will soon be here. Delivered by the science-fiction, nouvelle on tout star, dans le roi Charles-Louis. The services that we see today are practically everywhere. C'est mon avis. C'est incroyable, mais autrefois, c'est un effort. We hope you like what will be done for l'association du téléphone du Canada. Le secteur de la forêt enchantée a été conçu et réalisé pour la joie des enfants. La 4 ou 4? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Île au relief tourmenté, Madagascar a proclamé son indépendance le 14 octobre 1958 et elle a pris pour devise liberté, patrie, progrès. Ce pays de l'océan Indien, situé à 500 km de la côte orientale d'Afrique, a une population de 7 millions d'habitants qui parlent la langue malgache ou le français.
À l'Expo 67, la République de Madagascar nous présente un panorama complet de ses richesses naturelles, de ses réalisations dans le domaine de l'éducation, de l'habitation urbaine, de sa faune, de sa flore et de son folklore. Et des bijoux en or qui mettent en valeur de belles pierres d'ornementation comme les améthystes, les quartz roses ou fumés, les agates, les pierres de béryl, les tourmalines et les cornalines. Si votre visite vous permet de découvrir que la vanille est une orchidée améliorée, elle vous permettra aussi d'admirer ces arrangements de fleurs en écailles qui représentent les pervenches de Madagascar, fleurs délicates et bienfaisantes puisqu'on les utilise non seulement pour en faire des bouquets, mais qu'elles sont employées dans le traitement de certaines formes de cancer, telles que la maladie de Hodgkin, les leucémies infantiles aiguës. La musique que nous écoutons nous révèle le charme particulier des danses et des airs de Madagascar. On voit ici une panoplie d'instruments traditionnels comme tam-tam, cornes. Le pavillon expose de nombreux articles faits en raffia, des paniers, des corbeilles, des sous-plats, une quantité d'objets d'utilité domestique. Madagascar est aussi producteur de raban, ce tissu de fibres de raffia avec lequel les Malgaches confectionnent des vêtements. D'autres éléments d'exposition qui nous rappellent l'ingéniosité du peuple de cette jeune république. Lorsque vous irez visiter le pavillon de l'île de Madagascar à la place d'Afrique, ne manquez pas d'examiner les photographies en blanc et noir qui illustrent la récolte du riz du Sisal, les vues de la capitale, Tananarive, celle de l'université de cette ville, ainsi que son hôpital général. Le premier président de la République malgache, son Excellence M. Philippe Tsiranana, s'est fait le promoteur de l'évolution de son peuple, et son épouse prêche elle-même d'exemple afin d'inciter les paysans à abandonner les routines ancestrales en faveur des procédés modernes plus rémunérateurs de la culture des rizières. Après la pause, nous visitons le pavillon d'Air Canada. Nous nous rendons aussi au pavillon de la Chine nationaliste. Le pavillon d'Air Canada à l'Expo 67 cherche à exprimer l'âme du vol en racontant l'histoire de l'aviation. L'édifice ressemble à un escalier géant. Sa conception, de forme hélicoïdale, est fréquente sous bien des formes et on la retrouve dans des dessins de Léonard de Vinci. L'homme en vie l'oiseau et la première étape de cette visite rappelle ce vieux désir de l'homme. À travers son long cheminement vers la civilisation, l'homme observe le vol de l'oiseau et veut l'imiter. À l'origine, il y a Icare et Dédale, ces deux héros de la fable grecque, les premiers conquérants de l'air. Voici 4000 ans, dit une légende chinoise, l'empereur Shun s'est élevé dans l'espace alors qu'il était enfant. Et que d'autres récits fantaisistes. C'est le vol de Caïcaus, roi des Perses, de Wayland d'Europe, de Kibaga, fameux guerrier africain, c'est aussi Bladude, 10e roi de Bretagne, et de Damien d'Italie, qui tentent de s'envoler en sautant du haut d'une tour. Ils échouent pitoyablement. Le merveilleux fait ensuite place à la science. L'homme accroît ses moyens de connaissance et d'action. Il étudie l'atmosphère, l'énergie, les moyens de propulsion, l'aérodynamique et autres données essentielles à la conquête de l'air. En 1505, Léonard de Vinci, le génie universel de la Renaissance, écrit un traité sur le vol mécanique. La conquête de l'air remonte véritablement à 1783, c'est-à-dire à la grande réussite d'Annecy, témoin de la première ascension des frères Montgolfier en aérostat. Savants et inventeurs travaillent dans l'enthousiasme durant les 125 années qui suivent. Le nom de Rosier, Caillet, Giffard et autres sont associés à la somme d'efforts que représente la mise au point et le perfectionnement du ballon, du planeur et du dirigeable. Le 17 décembre 1903, les frères Wright réussissent un vol soutenu dans un avion à moteur. L'aviation vient de naître. Au cours de cette même décennie, les aviateurs d'Alexander Graham Bell contribuaient à la mise au point des ailerons et du train d'atterrissage à 3 roues
en effectuant des vols historiques comme ceux de J.A.D. McCurdy dans le Silver Dart. Puis c'est la période épique de l'avion, où s'immortalisent les Blériot, Lindbergh, Earthart, Whittle et tant d'autres pionniers dont l'audace a ouvert la voie aux réactés modernes. Aujourd'hui, l'homme regarde les étoiles. Bien que le réacté ait déjà révolutionné le commerce et le transport, sa portée économique, politique et sociale commence à peine à se faire sentir. Sur le plan technique, ce n'est pourtant qu'un premier pas vers le transport supersonique 1500 et 2000 milles à l'heure qui doit atteindre l'étape des essais en février 1968. Bref, ce pavillon raconte comment le transport à réaction a aboli les distances, rendu les extrémités du monde accessibles à l'homme et transformé son mode de vie. On célébrait récemment la journée nationale de Cuba à l'Expo. Une journée joyeuse et pleine d'entrain. Est située sur la côte occidentale d'Afrique. Elle est limitée au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Ghana, au nord par les républiques du Mali et de Haute-Volta, à l'ouest par les républiques de Guinée et du Libéria. Au chapitre des minerais, la Côte d'Ivoire exploite actuellement des mines de diamants et de manganèse et les ingénieurs prévoient également des installations pour extraire du sol, du colombo, du tambali, du fer, du titane et de l'or. Quelques bijoux qui nous révèlent la finesse de la joaillerie de la Côte d'Ivoire. Bouna est le paradis de la faune. Cette réserve est une importante réalisation dans le domaine de la protection de la nature. Elle réunit des antilopes, des éléphants, des hippopotames, de même que des lions, des léopards et des buffles. Le permis sportif de petite chasse ne donne le droit de chasser que des animaux non protégés. Oiseaux gibiers, la plupart des petites antilopes, les suidés, les rongeurs et les carnivores, sauf le guépard. Il ne donne évidemment pas droit aux éléphants. Le permis sportif de moyenne chasse et de grande chasse confère le droit de chasser en outre, en nombre limité, certains animaux partiellement protégés, dont un éléphant pour le permis de chasse moyenne, 3 éléphants pour le permis de grande chasse. Au pavillon de la Côte d'Ivoire, un des plus vastes de la place d'Afrique, les visiteurs ont l'occasion de voir à l'œuvre un tisserand qui confectionne à l'aide d'un métier des tissus aux motifs folkloriques. Est une des plus grandes richesses de ce pays. Les forêts couvrent les 3/4 du territoire. Parmi les bois précieux que les artistes sculptent, notons l'acajou, l'iroko, le sapelli, le tiama, le sipo, le framiré, l'azobé et le samba. Mise sous la dépendance parallèle des doctrines religieuses et des institutions politiques, deux formes fondamentales caractérisent en gros la sculpture ivoirienne, la statue et le masque. En ce qui concerne la production statuaire, c'est sans aucun doute la civilisation baoulé qui imprime son cachet sur celle des savanes du centre et la civilisation sénoufo sur celle des vastes étendues du nord.
Un violent incendie qui avait nécessité 3 alertes a complètement ravagé l'intérieur du pavillon de la Chine nationaliste le mardi 30 mai dernier. Les dégâts furent considérables, mais un mois plus tard, le samedi 1er juillet, l'ambassadeur de la République de Chine au Canada avait la joie de présider la réouverture officielle de l'édifice en présence du commissaire général du pavillon, M. Chin Yen-chan. À l'étage supérieur, une gigantesque statue de Confucius domine des salles d'exposition de peinture, d'instruments de musique, de pièces de monnaie et de timbres-poste. Tous ces instruments de musique évoquent la richesse de la culture musicale chinoise, culture 5 fois millénaire de ce peuple. Si la plupart de ces instruments sont inconnus de nos orchestres et de nos ensembles musicaux, ils n'en sont pas moins révélateurs par la variété de leurs formes et les inépuisables sources sonores qu'ils contiennent. Les collectionneurs de poupées sont comblés au pavillon de la Chine nationaliste. On trouve ici une des plus riches collections exposées sur la terre des hommes. Ces poupées nous révèlent toute la délicatesse et tout le raffinement des Orientaux. Au centre de la pièce, un amusant théâtre nous présente 3 scènes typiques de l'opéra chinois. Le premier présente une scène traditionnelle, le deuxième théâtre nous présente une scène de duel à l'épée, et le dernier tableau nous montre les acteurs au moment où ils saluent le public à la fin d'une représentation. La Chine nationaliste expose également un vaste choix de produits industriels comme les meubles, les appareils électriques et les automobiles. Dans ce secteur de l'ameublement, vous pouvez remarquer la vivacité des coloris des tissus utilisés pour recouvrir les fauteuils. L'art de vivre de l'Occident gagne sans cesse du terrain en Chine nationaliste, où nous avons remarqué par exemple cet ameublement de salle à dîner et même des chaises qui bercent. Le pavillon chinois présente une grande variété de bois précieux, tels ce paravent sculpté avec une incroyable adresse. Le secteur des produits industriels réunit des objets aussi divers que des moteurs, des pompes, des huiles, des vins, sans parler d'une grande variété de tissus, de soie et de coton, et de machines à écrire avec des caractères chinois. Comme la plupart des participants, la République de Chine invite les visiteurs à regarder des défilés de mode, comme celui-ci que nous avons le plaisir de vous présenter. Son jaquette vert plus foncé, sa robe, des jolis boutons. Maintenant, on porte beaucoup en Chine, c'est une mode très actuelle. Ici, mademoiselle s'insère dans un ensemble de sport avec chemise et une culotte de forme de cloche, avec un manteau de jaune-orange, une jaquette plutôt. Puis avec la même couleur de son boucle d'oreille. Mademoiselle Avélie dans une robe rouge, manteau de rouge doré. Le manteau est plutôt une veste longue, sans manches, avec le corps roulé. C'est la même chose qu'on voit
dans ses manches, qui accentue beaucoup la taille faite. Plusieurs pavillons de l'exposition offrent aux visiteurs l'occasion de goûter à leurs plats nationaux. Si vous êtes là de manger à la française, à l'anglaise ou à l'italienne, pourquoi n'iriez-vous pas goûter à la cuisine chinoise dont l'exotisme n'a d'égal que le raffinement? Après la pause, nous nous rendons en Australie. Bien sûr, pour tout le monde, ce pays évoque les kangourous. Mais l'Australie, c'est aussi les barrages et l'architecture. Dans le cadre de la Journée nationale de l'Australie à l'Expo 67, le mardi 6 juin dernier, les fameux joueurs de tennis Roy Emerson et John Newcombe, tous deux finalistes pour la Coupe Davis en 1967, ont joué en simple et en double contre Arthur Ashe et Charles Pasarell des États-Unis à la Place des Nations. Ces parties hors concours ont été télévisées en Australie via satellite. Roy Emerson est considéré dans les cercles sportifs comme le meilleur joueur de tennis amateur au monde. Sa victoire dans la ronde finale pour la Coupe Davis contre l'Inde en 1966 était sa 8e victoire consécutive. John Newcombe de Sydney est à 22 ans considéré parmi les meilleurs joueurs de tennis en simple de l'Australie. Il a gagné le titre australien l'année dernière. Le pavillon de l'Australie a été décrit par son architecte comme une sorte de boîte carrée surélevée constituée de 4 piliers vides en forme de trompette qui laisse pénétrer la lumière à l'intérieur et donne aux salles d'exposition l'élégance des voûtes gothiques. À l'arrière du pavillon, des kangourous et des wallabies élevés en captivité s'amusent dans un jardin. À cause de sa faune exceptionnelle, on a surnommé l'Australie le pays des fossiles vivants. Partout ailleurs, à part quelques exceptions en Amérique du Sud, les marsupiaux ont disparu de la surface du globe il y a des millions d'années. Ici, ces espèces possèdent encore la poche destinée à l'allaitement et à la protection des petits nés prématurément. Le programme de la Journée nationale de l'Australie comprenait une démonstration du travail des chiens de berger. Le public s'intéressa vivement à tous les exercices que les bergers firent exécuter à leurs animaux dociles. C'est mademoiselle Cindy Lucas qui accueillait les visiteurs lors de notre passage au pavillon de l'Australie. L'ambiance de ce pavillon est délibérément placée sous le signe de la relaxation, offrant aux visiteurs un moment de détente, loin de l'agitation de la terre des hommes. Confortablement installés dans leur fauteuil, les visiteurs apprennent ce que l'Australie a réalisé dans le domaine artistique, scientifique et industriel, son mode de vie et les contributions qu'elle a apportées au monde. Chaque fauteuil possède, dissimulé dans sa partie supérieure, un système d'écouteurs qui permet d'entendre, comme si on assistait à leur conversation, les voix d'éminents Australiens en train de discuter les pièces exposées dans le pavillon, ainsi que les particularités de la nation australienne. Le système est commandé automatiquement depuis de grandes salles de contrôle situées au sous-sol. Ce matériel électronique compliqué, construit par la société Rolla de Melbourne, offre un choix de 240 bandes enregistrées. Chaque conversation commence dès que quelqu'un s'assied dans le fauteuil, même si la personne qui l'occupait auparavant est partie avant la fin de l'enregistrement.
Les fauteuils avec les coussins orange sont ceux où passent les bandes enregistrées en français. L'Australie n'est pas uniquement un pays d'action et de vie en plein air. La partie de l'exposition consacrée aux arts occupe le quart du pavillon. Pour beaucoup d'artistes et de penseurs, le thème de l'isolement de l'Australie, le besoin pour ce peuple de se connaître et de se comprendre, a été l'élément dominant. Les musiciens, les peintres et les sculpteurs, les écrivains et les poètes, préoccupés par la création de ce mythe moderne, sont aussi caractéristiques du continent austral que le sont les nageurs et les kangourous. C'est toujours à l'occasion de la journée nationale de ce pays que nous avons pu assister à une démonstration de coupe de bois donnée par les champions bûcherons. Le spectacle mettait également à l'affiche les vedettes les plus populaires de l'heure en Australie, tant à la scène qu'à la radio et à la télévision. En plus de Bobby Lim, Naomi Roy, les Seekers, Kathy Lloyd et Rolf Harris, l'athlète Frank Donnellan a fait une démonstration du sport que l'on identifie à l'Australie, le boomerang. La partie de l'exposition consacrée au peuple australien occupe elle aussi le quart du pavillon. C'est dans ce secteur que les visiteurs peuvent voir une belle maquette de Canberra, l'une des rares villes du monde à avoir été construite suivant un plan établi à l'avance. Ce secteur traite également de la tradition démocratique australienne et des divertissements. Il nous fait connaître aussi le peuple australien et le vieux concept de frontières ou de lignes de séparation entre les régions en exploitation et les régions encore vierges, qui sont devenues un lieu commun lorsqu'on parle aujourd'hui de l'Australie. Une partie de la vie sous-marine et corallienne, si riche en couleurs, nous est présentée dans une lagune qui a été reconstituée sous le pavillon. Le corail a été spécialement choisi en vue de l'Expo 67. Chaque pièce a été photographiée en couleur immédiatement après avoir été pêchée, puis bouillie pour enlever le tissu animal blanchi et finalement peinte à la main pour retrouver sa couleur originale. Trinidad et Tobago, les deux îles les plus méridionales des Antilles, forment au sein du Commonwealth un État indépendant depuis 1962. Grenade, également dans le sud de l'archipel, est toujours colonie britannique. Un même pavillon représente ces trois îles à l'Expo, un pavillon qui symbolise l'harmonie des races et la tolérance. On y rencontre tous les genres de cultures, issus d'un mélange constitué d'éléments africains, orientaux, antillais et européens. Dans ce pavillon conçu de manière à illustrer l'atmosphère qui se dégage du climat culturel de ce pays moderne, on a mis en valeur les étonnants costumes du carnaval des îles. Ces extraordinaires costumes, qui peuvent coûter jusqu'à 800 $ pièce, témoignent de l'exubérance des Antillais à l'occasion de ces fêtes populaires. Autour des costumes qui évoquent les fastes de la Perse, des nuits arabes et les splendeurs de la nature, les visiteurs remarquent les esquisses de nombreux projets qui furent réalisés à l'occasion des derniers carnavals.
tableau surnommé le piment des Antilles expose de façon fort attrayante le développement de son économie. Cette sculpture murale fait une large place à la muscade, la plus importante contribution à l'économie de cette île, découverte par Christophe Colomb en 1498. Les peintres antillais de Trinidad, Tobago et Grenade exposent une collection de tableaux qui traduisent par leur forme et leur couleur la joie de vivre des îles du Soleil. Ce tableau, qui évoque une scène typique des îles méridionales des Antilles, nous rappelle que l'orchestre de Steel Band, qui utilise d'anciens barils d'huile, possède un répertoire qui s'étend du calypso jusqu'à la musique classique. À l'occasion de la journée nationale de ce pays, l'orchestre du pavillon donnait un spectacle de gala. Pendant plus de 30 ans, les Joyeux Troubadours ont égayé les midis des auditeurs de la radio de Radio-Canada. En 67, ils étaient en pleine gloire. Les Joyeux Troubadours! Mais entrez, voyons. Durant toute la semaine, les Joyeux Troubadours ont confiance en leur veine et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est heureux. Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, à nouveau, nous sommes à l'expo et toujours emballés d'y être. Ah, quand je suis entré ce matin à l'expo, il y a un gars qui m'a dit que j'étais le 42 360 723e visiteur. Ils sont forts en chiffres. Ils sont terribles sur les statistiques. Ils tiennent ça à date, par exemple. J'ai dit comme ça, je suis le 42 360 723e visiteur. Il dit oui. J'ai dit, puis... Ben, c'est puis rien, on voulait juste vous avertir. Mon pays, c'est la plaine. Par la suite, le même public est dirigé par des guides et des hôtesses à l'intérieur d'une galerie que nous avons construite. Galerie qui leur permet de voir ce qui se passe, de voir un studio de télévision. Enfin, ils peuvent voir tout ce qui se fait lorsque nous produisons un programme de télévision. Ces guides et ces hôtesses doivent tous et toutes parler l'anglais et le français, plus une autre langue. Le groupe, à lui seul, peut parler en tout et partout 17 langues différentes. Yara night mohua, toiwa o eva hidzel, it maria no taiti, Maia, a manuia iteif anhar arheituiro. E é um prazer fazer-vos esta visita. O Centro Internacional da Rádio e Televisão foi fundado pela Sociedade da Rádio Canadá e todos os realizadores e produtores que se encontram, os canadianos e estrangeiros que se encontram na exposição de 67, podem servir dos estúdios de televisão e de rádio gratuitamente. 2 studi di televisione a colore e più 7 studi di radio. W Kuci w Poliwym Ubocie możecie pobaczyć radiotelewizyjny ekran kolorowy. Це телевізійний екран комерціальний, який можна набути у склепі, або може посідаєте у вас. Ce centre a été construit par la Société Radio-Canada
pour répondre aux besoins de radiodiffuseurs canadiens et étrangers qui réalisent des émissions sur l'Expo 67. Nous avons à leur disposition de grands studios de télévision couleur, 7 studios de radio et des cartes de reportage qui permettent de réaliser des émissions à l'extérieur du centre et sur le terrain même de l'Expo. Du côté radio, 6 studios sont à la disposition des radiodiffuseurs. Ces studios sont très bien insonorisés, équipés en fait de ce qu'il y a de plus moderne au point de vue console de contrôle du son, magnétophone, tourne-disque, appareil de bruitage, microphone, etc. Pour le besoin de reportage sur les îles de l'Expo, les appareils sont à la disposition en tout temps, comprenant les possibilités d'enregistrement, de reproduction ou de transmission en direct. Et ça d'une façon presque illimitée, car on sait que ce ne sont pas tous les pays du monde qui peuvent qui profitent de la télévision, mais la radio, elle, va partout, jusque dans les coins les plus isolés du globe. Naturellement, tous les services de montage ou retranscription sont disponibles au besoin. Du côté télévision, au centre même, un grand studio de 110 pieds par 70 pieds, équipé de 3 caméras couleur. 2 de ces caméras sont montées sur piédestal et la 3e sur une girafe, permettant des mouvements plus élaborés pour les besoins de production. Une partie de ce studio est très élevée afin de pouvoir se servir de décors à 2 ou 3 étages, ce qui est très avantageux pour certaines émissions qui exigent ces différents niveaux. Un deuxième studio équipé de 2 caméras couleur avec piédestal. Dimension 55 pieds par 40 pieds. Ces 2 studios possèdent l'équipement technique le plus moderne, tant au point de vue contrôle de l'image que du contrôle du son. 2 chaînes de téléciné pour la projection de films, couleur ou noir et blanc. Possibilité aussi de se servir du procédé double de système, c'est-à-dire l'image sur film et le son sur bande magnétique 16 mm. Sur chacune de ces chaînes de téléciné, il y a un cylindre pouvant contenir 36 diapositives, ce qui est très apprécié pour les émissions où on a utilisé une très grande quantité de ces diapositives. 4 machines enregistrées sur ruban magnétoscopique, ou appelées communément VTR. Ces machines de modèle récent, à haute fréquence pour la couleur, et aussi pour le monochrome. Appareils qui peuvent enregistrer et reproduire les images, soit à 525 lignes ou 625 lignes selon les besoins. Car vous savez qu'ici, en Amérique, on se sert de 525 lignes pour remplir l'image. Tandis qu'en Europe, il faut s'en servir de 625. Ces 4 magnétoscopes peuvent enregistrer de petits bouts d'émissions ici et là, et grâce au procédé Editech, on peut rassembler le tout, soit faire du montage électronique pour fin de continuité d'une émission. Toujours dans l'édifice même, le centre nerveux des opérations techniques est certainement la régie centrale, où viennent se rencontrer toutes les émissions de radio et de télévision. Émissions produites dans les studios et à l'extérieur, soit par nos cadres de reportage ou en provenance de pays étrangers. C'est aussi à cet endroit que l'on vérifie constamment la qualité du son et la composition électronique des images qui arrivent ou quittent le centre international. La régie centrale qui englobe radio et télévision est en résumé l'endroit où on fait la coordination, la vérification et la distribution, soit par câble, micro-ondes ou satellite. Attachés au Centre international de radio-télévision, nous possédons 2 quarts de reportage, noir et blanc, qui peuvent travailler soit sur 525 ou 625 lignes selon les besoins. Un de ces quarts possède 3 caméras, qui est d'ailleurs une courtoisie de la France, tandis que le second possède 2 caméras et en plus une machine à ruban magnétoscopique pour l'enregistrement noir et blanc, toujours avec la même facilité de 525 ou 625 lignes. Un 3e quart de reportage, couleur, équipé d'une caméra couleur et d'une machine à ruban magnétoscopique. On l'appelle carte de poche. Il a la facilité et l'avantage de pouvoir se déplacer. Et tout en circulant, soit sur l'emplacement de l'Expo ou dans les rues de la métropole, enregistrer ce que nous avons besoin pour produire une émission. Et cela est surtout d'une extrême importance pour du vrai reportage. Et en plus, il y a les 2 plus importants quarts de reportage, couleur, à 3 caméras. Ce sont donc 2 camions remorques assez imposants qui possèdent tout le nécessaire pour les productions d'envergure, comme c'est le cas assez souvent. Nous nous sommes donc procurés des générateurs qui peuvent nous fournir assez de pouvoir pour les unités mobiles ou quarts de reportage et le besoin d'éclairage dans les différents pavillons ou ailleurs. Le personnel du département technique se compose de 225 personnes. Assistants techniciens, perchistes, ceux qui captent le son au moyen de perches, etc., ingénieurs du son, bruiteurs, caméramans, service d'entretien, qui est d'une extrême importance, ainsi jusqu'au directeur technique, qui lui voit à ce que tout, au point de vue technique, soit en état de bien fonctionner afin de rencontrer les besoins de production. Au nom de tous, je puis affirmer
que le personnel du département technique est fier du Centre international de radio-télévision, de ses installations ultramodernes. Nous sommes aussi particulièrement heureux de participer à faire connaître l'Expo et le Canada au monde entier, soit par la radio ou par la télévision. Zoom out, Pourquoi pas les deux pour moi? Mais c'est quoi? Deux, c'est parti, du colon en train de la table. Pour un pan, il y a un truc à gauche. Tout de suite, attention, deux, non, prenez deux. Zoom out, deux. Donc, shot de l'extérieur de la partie 1. Avec le panier. Bon, là, on est sur qui continue, qui s'en aille, hein, là? Qui s'en aille, bon. Et voilà. Jean-Guy, vraiment, il faut avoir besoin d'un cul pour ça, parce que tu ne sauras pas ce qui se passe. Oui, parce que c'est ça. Et pourquoi là? Ils sont c'est-à-dire que les cartes avaient chaud à la fois. Avec 6 cartes. Ouais, elle, faut qu'elle arrive plus directement encore pour Christine, là. C'est croyant. Vous avez été Zoom-out, ouais, c'est ça. Attention pour un pan. Prenez deux. Il y a beaucoup mieux si vous voulez le punir. Si vous voulez le punir, beaucoup plus simple, il suffit de dire comme ceci. Aïe, baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Nicolo, que tu sois changé immédiatement en cochon de lait jusqu'à ce que tu aies des Attention deux, prenez deux. Et là, Attention un. Attention un avec Michel, un, prenez un. Deux, ce sera les trucs. Attention pour le tape. Qui laisse faire le Paul, là, OK? Alors, faut pas voir le panier à ce moment-là, Robert. Faut pas voir le panier, là, à ce moment-là. Faut être serré sur les autres. C'est ça en passant. Là, tu les suis, Robert. Zoom out. Attention pour le tape. Bon, allez-y, tape. Durant les 6 mois de l'Expo, le Centre produira plus de 1000 demi-heures de télévision et travaillera pour plus de 25 000 heures à des émissions de radio. Nous avons collaboré à plusieurs émissions d'envergure, telles la journée d'ouverture qui fut distribuée à plus de 30 pays dans le monde, l'émission Notre Monde, réalisée en direct de Montréal en partie et qui fut distribuée à plus de 30 pays dans le monde entier. Nous avons également réalisé avec nos services pour le compte de Ed Sullivan, émission vue par plus de 75 millions de téléspectateurs, l'émission Dark Linklater, 25 millions de téléspectateurs. Nous avons également produit plusieurs émissions qui furent transmises par la voie du satellite, que ce soit vers l'Angleterre, la France, le Japon ou l'Australie. L'Australie en particulier, pour lequel nous avons réalisé une émission d'une durée de 9 heures consécutives lors de leur journée nationale. C'est ici que prend fin la série des visites à l'Expo et je vous rappelle que toutes ces visites sont tirées de 26 documentaires qui avaient été télédiffusés en 67 à Radio-Canada. J'espère qu'elles vous ont rappelé de bons souvenirs. Quant aux plus jeunes, vous en savez un petit peu plus sur l'atmosphère qui régnait sur cette terre des hommes quand vos parents avaient 30 ans de moins. Vous avez vu qu'en 30 ans, les choses ont beaucoup changé, surtout la façon de définir l'espoir et de voir l'avenir. Bonsoir.